Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous expliquer l'importance du périnée. Hélas, parler de ces problèmes de périnée reste encore tabou de nos jours. Les femmes et les jeunes filles sont mal informées de ce qui pourrait abîmer leur périnée. Résultat, 4 millions de femmes seraient victimes d'un périnée affaibli. La prévention est donc notre meilleure arme. Tout d'abord, qu'est-ce que le périnée ? C'est un muscle, ou plus exactement un ensemble de plusieurs petits muscles prenant la forme d'un hamac qui s'étend sur tout l'entrejambe, du pubis au coccyx, et qui soutient la vessie, l'utérus et le rectum. Son rôle principal est de garantir l'intégralité des fonctions urinaires et anales. Paradoxalement, même s'il est épais et large, nous n'en avons presque pas conscience. En effet, non seulement notre cerveau ne ressent qu'une minuscule partie des muscles du périnée, mais en plus, le cerveau ne ressent la contraction naturellement que pendant 2 secondes. Malheureusement, il est très fragile chez la femme. Nous allons évoquer tout ce qui peut le fragiliser au quotidien. Donc arrêtons le massacre. Je vais tenter de mettre en lumière toutes ces choses qui vous paraissent anodines, mais qui au final l'affaiblissent de jour en jour. Il y a des raisons connues de toutes, comme la grossesse et l'accouchement, mais qui sont en réalité accusées à tort de l'affaiblissement du périnée. En l'occurrence, l'ennemi numéro 1 serait le transit imparfait. En effet, lorsqu'il n'est pas parfait, les poussées même infimes abîment petit à petit ce muscle en lui faisant subir de mini-accouchements. Ensuite, sur la deuxième marche du podium, je mettrai à égalité 3 facteurs de risque. Le premier, les sports d'impact tels que par exemple le footing, le basket, le tennis, la zumba. Sans oublier le trampoline, la corde à sauter, soit en résumé tous les sports où il y a des chocs. Nous verrons ensemble plus tard quels sont les sports autorisés. Le second facteur de risque délétère pour le périnée et les organes seraient les abdominaux classiques à type de crunch ou autres. En effet, de par la pression exacerbée qu'ils provoquent, les organes du petit bassin se retrouvent refoulés violemment contre le périnée. Le dernier facteur de risque, mais non des moindres, est le port de charges lourdes. Tout d'abord, il serait bon de requalifier ce que l'on appelle lourd pour une femme. En effet, étonnamment, une charge supérieure ou égale à 8 kg est susceptible d'exercer une pression abdominale chez la femme. Sans y penser, nous avons toutes largement dépassé cette limite, puisqu'un cosy à vide pèse en moyenne 6 kg. Si on y rajoute le poids du bébé, la limite des 8 kg est compliquée à respecter. Essayons d'utiliser au maximum le châssis de la poussette. D'autre part, pour les courses, il vaut mieux privilégier les allers-retours
Évitez au maximum de porter les packs d'eau en laissant ce privilège à monsieur, puisqu'un pack d'eau pèse 9 kilos. Par conséquent, je vous laisse imaginer ce que le déplacement des meubles peut provoquer. Tous ces facteurs affaiblissent d'une part le périnée, mais d'autre part, ils initient plus ou moins rapidement la descente d'organes. Concernant les sports autorisés et donc sans impact, il nous reste la natation, le vélo elliptique, le yoga, le roller. Quelles sont les conséquences d'un périnée affaibli? En premier lieu, la gêne principale exprimée est l'incontinence urinaire. Elle se définit comme une perte involontaire d'urine précédée ou non d'une envie d'uriner. Il existe 3 principales classes d'incontinence. La première, l'incontinence d'effort, qui arrive lorsque vous éternuez, vous toussez. La seconde, l'incontinence par urgenturie, qui est précédée d'une envie pressante et urgente que l'on ne peut pas retenir avant d'aller aux toilettes. La dernière, l'incontinence mixte, se définit comme la combinaison de l'incontinence d'effort et de l'incontinence par urgenturie. Revenons sur l'incontinence par urgenturie. Ce symptôme est dû au cumul de mauvaises habitudes qui déclenchent plus ou moins brusquement un état anormal d'hyperactivité de la vessie. La vessie normale peut être illustrée comme étant un ballon, capable de s'étirer lorsque celle-ci se remplit et de se resserrer après avoir uriné. Ce mécanisme est possible grâce à 2 muscles de la vessie, l'urètre et le détrusor, muscles recouvrant l'intérieur de la vessie. L'envie d'uriner est alors donnée lorsque ce dernier muscle se resserre, soit lorsque la vessie atteint son niveau maximal de contenance. En effet, la vessie, de par son vieillissement naturel, entre autres, est destinée à devenir folle. Heureusement, en parallèle, le périnée, tant qu'il est fonctionnel, réussit à calmer la vessie. Dans le cadre d'une vessie hyperactive, le resserrement du détrusor se fait quel que soit le niveau de remplissage de la vessie, d'où l'envie d'uriner sans même que la vessie soit pleine. Si le périnée est trop faible, c'est la vessie folle qui gagne. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome du paillasson ou de la clé dans la serrure. On contrôle pendant un certain temps son besoin d'uriner. Et il suffit que l'on arrive devant sa porte pour que cette envie s'exacerbe encore. À peine la clé introduite dans la serrure, voilà que les sphincters demandent à lâcher. La même chose peut se produire lorsque l'on entend de l'eau couler. Ces exemples illustrent très bien l'hyperactivité vésicale. Imaginons que votre vessie est Tati Daniel. Ce personnage culte était une vieille femme aigrie et rancunière. Tout comme Tati Daniel, votre vessie n'oubliera rien de tous les coups de crasse que vous lui aurez fait durant toute votre vie depuis l'âge de vos 5 ans. Quels sont ces coups de crasse? Le plus gros dossier semblerait être l'infection urinaire. Nous verrons plus tard comment les éviter. Ensuite, elle gardera en mémoire tous les litres de café ou de thé que vous lui aurez fait subir.
En effet, la théine et la caféine sont des excitants de la vessie. Attendre la dernière minute pour faire pipi, parfois même patienter une journée entière juste par peur d'aller aux toilettes publiques. Et à l'inverse, il faut arrêter de faire excessivement de pipi de précaution, puisqu'à chaque fois, nous la forçons à se contracter alors qu'elle est presque vide. En effet, la peur de la fuite pousse certaines femmes à uriner très fréquemment. Un mécanisme psychologique s'installe. C'est un cercle vicieux. En termes de prévention de la vessie hyperactive, il ne s'agit surtout pas de limiter son hydratation, mais seulement d'éviter certaines boissons, telles que le café, le thé, l'alcool. Ensuite, on arrête toutes les mauvaises habitudes citées précédemment. En particulier, on évite au maximum les infections urinaires. Pour cela, il est nécessaire 1. D'arrêter de se retenir trop longtemps, à savoir pas plus de 3 heures de préférence. 2. Il faut boire suffisamment et de manière régulière en journée. 3. Bien penser à uriner même quelques gouttes après chaque rapport. 4. Ne plus avoir peur d'uriner assise aux toilettes publiques. En effet, il est quasiment impossible d'attraper une infection urinaire en s'asseyant normalement sur une cuvette. Bien sûr, vous pouvez la nettoyer à l'aide de quelques lingettes désinfectantes mises au préalable dans un sac de congélation. Le gros danger avec les infections urinaires, c'est qu'elles peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire que parfois certaines femmes ne ressentent aucun symptôme. Dans ce cas précis, si la personne n'a pas surveillé la couleur et l'odeur de ses urines, il est possible qu'en 5 jours, l'infection atteigne les reins pour donner une pyélonéphrite. Il est nullement nécessaire de rappeler l'importance des reins. Alors, hydratez-vous. Pour les autres gènes exprimés, il s'agit de la perturbation des sensations vaginales, de sensations de pesanteur ou même de descente d'organes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la descente d'organes n'est pas rare chez la femme jeune, même si les statistiques augmentent avec l'âge. En effet, après 45 ans, une femme sur 2 serait concernée par la descente de l'utérus, de la vessie ou du rectum. C'est ce que l'on appelle le prolapsus. Il arrive même que l'on constate des prolapsus sur des jeunes femmes n'ayant jamais eu de grossesse. Lors d'une première grossesse, l'utérus, cet organe extraordinaire, passe de la taille d'une clémentine, environ 8 cm, à la taille d'une énorme pastèque, soit environ 35 cm. Après l'accouchement, l'utérus doit faire tout le chemin inverse pour revenir à sa taille quasi initiale progressivement en 8 semaines. Lors de ces transformations, l'utérus va tirer sur les ligaments qui le soutiennent. Ces ligaments, tout comme ceux qui soutiennent la vessie et le rectum, ont la texture du carambar, à savoir qu'ils sont étirables mais pas élastiques. Lorsque l'on pratique des sports inadaptés comme les sports d'impact ou les abdos classiques, ou bien que l'on porte des charges lourdes. Ou encore, comme nous avions aussi évoqué précédemment, le fait de pousser à la selle, on fait le lit de la descente d'organes. La descente d'organes peut se décrire par quelques symptômes tels que des lourdeurs et des douleurs au bas-ventre ou à l'entrejambe, mais parfois elle est asymptomatique. Notez bien que les gynécologues ne vous en parleront pas, même si elle a débuté. Ils ne vous donneront les renseignements sur la situation exacte de vos organes seulement si vous présentez une gêne. Si vous avez pour habitude de déplacer les meubles très souvent, que vous portez des charges lourdes, vous avez sûrement commencé la descente d'organes. La rééducation périnéale n'a pas la prétention de pouvoir remonter les organes, mais vise au moins la stabilisation de leur position si le stade n'est pas trop élevé. On peut également envisager une rééducation avant une cure de prolapsus.
car avec la chirurgie, ce sera encore plus fragile. Il faut donc pouvoir garantir un transit parfait et un périnée fonctionnel. Les symptômes d'un périnée affaibli paralysent littéralement la vie sociale. La rééducation périnéale aura pour objectif, d'une part, d'améliorer l'hygiène de vie de la patiente pour arrêter d'affaiblir le périnée, ainsi faire en sorte de calmer la vessie lorsqu'elle est hyperactive. D'autre part, de prendre conscience de cette partie du corps qui est très différente des autres. En effet, physiologiquement, il n'y a qu'une toute petite partie du périnée qui est ressentie et en plus, le cerveau ne ressent la contraction périnéale que 2 secondes. C'est donc grâce au biofeedback ou retour visuel que l'on peut apprendre à maintenir la contraction périnéale. Souvent, on entend parler du stop pipi, mais attention, il peut être délétère. Il ne faut le faire que de manière très rare, juste comme un test et non pas comme un entraînement. En effet, vous risquez de détraquer votre vessie, elle ne saura plus se vidanger correctement et vous serez plus sujette aux infections urinaires. L'auto-rééducation ou les entraînements ne doivent pas être initiés sans avoir commencé des séances avec un kiné spécialisé. Le périnée est composé à 70% de fibres lentes, c'est-à-dire capables de maintenir une contraction durable dans le temps. Si vous vous entraînez à faire seulement des contractions rapides, vous pourriez devenir incontinente jour et nuit. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais de nouveau insister sur l'importance du transit parfait, à savoir 1. Aller à la selle 1 à 3 fois par jour, en quantité suffisante pour ne pas accumuler de retard. 2. Bien prendre le temps de détendre le périnée. 3. N'exercer aucune poussée. C'est au côlon que revient la tâche de faire avancer les selles. Pour arriver à ce résultat, il est primordial d'ajuster sa consommation d'eau et pour éliminer le retard, on peut s'aider des graines de lin.